Docteur Olivier Soulier, merci d'être avec nous pour répondre à quelques questions. Dans votre pratique, comment faites-vous en donnant simplement du sens aux mots de vos patients? Comment vous les amenez sur le chemin de la guérison? Je pense que chaque être humain a besoin de retrouver le sens de son existence et qu'on pourrait tout simplement résumer en disant que la maladie, c'est peut-être quelque part l'éruption de l'insensé dans notre existence. Alors évidemment, les maladies graves comme les cancers, les maladies dégénératives, l'Alzheimer, c'est le summum de l'insensé. Mais il y a aussi des maladies aiguës qui sont des maladies naturelles qui servent à rééquilibrer. Mais d'une façon générale, beaucoup de personnes, beaucoup de mes patients, beaucoup de gens que je rencontre se trouvent confrontés à la notion de savoir mais pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi moi Pourquoi Voilà. Pourquoi moi et qu'est-ce qu'il y a. Et tous ne cherchent pas un sens, tous ne posent pas cette question-là, mais beaucoup s'en posent et de plus en plus. Et la réalité, c'est que comprendre le sens des choses est très important. Si vous bricolez, si vous faites mal, si vous ne montez pas les choses comme il faut, si vous n'avez pas compris où vous avez monté les choses avec la vis à l'envers, eh bien vous allez recommencer, ça ne marchera pas. Si vous arrivez à comprendre comment vous fonctionnez, comprendre ce qui vous fait du bien, comprendre ce qui vous permet de vous accomplir, comprendre ce qui vous bloque, ce qui vous interdit, ce qui vous retient, eh bien là, quelque part, vous dites, mais voilà, mais c'est moi, mais c'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon existence, c'est le sens de ma vie, et je reprends la chose, et ça va beaucoup mieux. C'est pas tout, mais c'est une première manière de voir les choses pour pouvoir avancer. Alors, je sais qu'il n'y a pas de recette, mais comment vous construisez une consultation d'une certaine manière? Il n'y a pas de recette, je sais, mais les gens viennent avec une doléance bien particulière. Vous essayez de cerner la personne et de l'orienter sur quelque chose, vous la laissez venir, vous identifiez un certain nombre de choses. Comment ça se passe? Je pense qu'il n'y a pas de... C'est difficile de répondre comme ça maintenant à cette question. Il faudrait des heures et des heures de cours, d'enseignement, mais en fait, l'important c'est de rester très souple. C'est ça, Il y a des s'adapter. gens qui viennent et qui n'ont pas de demande précise de sens, qui veulent juste un remède homéopathique puisque je suis homéopathe au quotidien. Et il y a d'autres qui viennent en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai ça, qui ont entendu parler de ma manière de travailler et qui ont des demandes plus précises. Donc ce qui est important, c'est de ne pas aller au-delà de ce que les gens demandent. Je dirais que quand les gens vous demandent 100, il faut répondre 101, Sans plus. mais pas beaucoup plus. D'accord, pour rester raisonnable. Alors donc, vous voyez aussi les mentalités changer. Donc effectivement, il y a plein de personnes, de patients qui s'informent, qui veulent savoir. Et donc, on sent une espèce de changement dans les mentalités, dans la santé, dans le monde. Comment vous percevez ça? Je crois qu'il y a un changement parce qu'il y a une forme de réduction de l'environnement extérieur. Bien qu'on ait un monde ultra technologique, avec énormément de découvertes, une sorte de réduction du sens, avec une sorte de normativisation, de normalisation. Il faut que tout le monde soit pareil, il faut que les mêmes choses soient pareilles. Quand j'entendais ce matin qu'il y a 250 espèces d'une plante aux Philippines et qu'on veut en imposer une seule type d'aubergine, quand il y a une sorte, les gens se rendent bien compte que quelque part il y a une volonté d'alignement et ils se rendent bien compte que ça ne leur va pas. Et ils se rendent bien compte que la solution n'est pas là. Et je pense que quand on essaie trop de réduire, il y a une sorte de mouvement d'expansion, un mouvement de recherche qui est très important. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, Internet permet aussi beaucoup de démocratie, permet d'accéder à des informations importantes. Donc je pense qu'il y a ce mouvement de volonté de normalisation, qui est un mouvement de société générale, qui est un mouvement de toute la grosse industrie, de toutes les multinationales, tout le monde dans la même case. Et il y a parallèlement une sorte de mouvement contraire, de conscience, d'information, de prise en main de sa vie. Et ça, c'est un mouvement important. Mais vous ne pensez pas qu'à force d'avoir cette uniformisation, il ne va pas y avoir deux parties humaines, d'une certaine manière, les personnes formatées qui vont se soumettre un petit peu aux diktats de certaines, peut-être de l'industrie agroalimentaire, des vaccinations, etc. Et une autre partie qui va s'émanciper, qui va vouloir s'informer un petit peu plus et être un petit peu au-dessus du lot? Je ne crois pas qu'il faille prendre des choses de façon aussi tranchée. Bon, il y a plusieurs options. Il y a des gens qui se sentent bien, on ne pas se poser de questions parce que ça les rassure. Il y a d'autres qui veulent savoir, mais ce n'est pas des personnes d'un côté, des personnes de l'autre. Il y a de tout, il y a une gradation de tout. Et il y a aussi des gens qui, à une époque de leur vie, n'ont pas voulu savoir. Et souvent parce qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'ils ont un proche qui a eu un problème de santé, ou que même l'ont eu, ou qu'ils ont traversé des crises d'existence, là ils se posent des questions, ils s'interrogent un peu plus. Je crois savoir que dans votre actualité, il y a un sujet qui vous tient assez à cœur pour le moment, c'est l'autisme.
Et je crois que vous organisez un congrès. Voilà. Alors, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'autisme, bien que j'en ai soigné un certain nombre. C'est un Mais sujet je qui ne vous suis pas occupe. un grand spécialiste de l'autisme. Mais j'ai envie de dire, avec un peu un coup de gueule, j'en ai un petit peu marre qu'on foute en l'air les générations suivantes avec les toxiques et qu'on crée des enfants malades parce qu'on les intoxique. Donc vous avez réuni un aéropage d'experts, c'est cela? voilà. Alors j'ai organisé ça avec Santa De Poyd, qui est une journaliste belge, qui a eu elle-même un enfant qui a eu un problème d'autisme, un autisme régressif vers 18 mois, 2 ans, avec une forme très profonde d'autisme. Et elle a beaucoup exploré les méthodes possibles, et en particulier en le détoxiquant régulièrement, progressivement, mais ça lui a pris 6 heures par jour pendant 4-5 ans, donc c'est un énorme. travail C'est énorme. énorme. Et bien aujourd'hui, son fils qui a 12 ans va parfaitement bien depuis 2-3 ans, et je vous me défie, en le regardant, au milieu de 10 enfants, de dire lui, il a eu un problème d'autisme. Non. C'est un petit enfant normal, espiègle, sympa, drôle, brillant à l'école, qui a rattrapé tout son retard, qui serait même plutôt surdoué. Et voilà. C'est pas un camouflet à la médecine? Non, c'est pas un camouflet à la médecine, c'est un hommage C'est à un la espoir vie. en tout cas, c'est un espoir. C'est un hommage. Ouais. Et je pense que Natacha Campbell qui vient a eu le même problème. Et on a Luc Montagnier qui vient nous parler de ses travaux là-dessus. Il y a Maria Clavera qui est une Espagnole qui travaille énormément avec sa collègue Sylvia Reg. Il y a Philippe Raymond de Cronimed qui va nous parler de la piste qui fonctionne des microbes, des antibiotiques. On a Jacques Etienne qui va nous parler aussi de toute la problème des toxicités. Vous subodorez un sens commun à certaines formes d'autisme ou pas? Non, l'autisme, c'est pas, il n'y a pas un sens Il précis. n'y a pas un sens, nous sommes Il d'accord. faut faire attention de ne pas être obsédé par de ne pas être pris. L'autisme, pour moi, c'est une encéphalopathie toxique. D'accord. Il y a une accumulation de toxiques. On voit qu'à la naissance au cordon ombilical, on peut identifier entre 30 et 150 toxiques. La mère a elle-même des toxiques qu'elle a accumulés et elle le redonne à son enfant, malheureusement, horreur des horreurs. Donc il y a un substrat physiopathologique, donc il y a un substrat neurologique, et autour de ça, il y a pas mal de gens qui disaient que c'était psychanalytique. Non, alors là, l'idée, autant Que je ne j'ai pas, hein. énormément d'estime pour Bruno Bettelheim, autant je pense que Je voulais pas le citer, mais enfin bon. l'autisme déclenché par un traumatisme psychologique, c'est 1 pour 1000. Peut-être Ça devient... Non, un accident qui a catalysé, qui a déclenché. Alors, attention, il y a des accidents en fait, il y a une accumulation de tensions, de toxiques, et à un moment, il y a quelque chose qui déclenche. Alors, beaucoup ont défendu l'idée des vaccins. Officiellement, c'est pas vrai, mais très concrètement, les enfants qui tournent en rond, c'est le vaccin rougeole, on le sait. Mais ça peut aussi être un traumatisme psychologique, ça peut aussi être autre chose. Mais c'est l'allumette que vous baladez au-dessus d'un paquet de dynamite. S'il n'y a pas de dynamite, l'allumette ne fera rien. Elle fera brûler 3 papiers. Alors effectivement, on peut avoir un déclenchement à propos d'un traumatisme psychologique, mais c'est l'allumette. Olivier Cielé, merci de nous avoir accordé Merci. ce petit moment, et j'espère que le congrès fera salle pleine. Merci. Merci.